Bonjour à tous, c'est Stop! Je sais ce que vous allez me dire. Oui, Tomix, tu fais une vidéo sur Die Hard, film se passant durant la période de Noël, en janvier une fois que toutes les fêtes sont passées. Est-ce que tu ne serais pas, comme on dit en latin, un peu con? Et oui, c'est vrai. Il est clair que ce choix stratégique est fort douteux et disons-le merdique, et qu'il va sans doute avoir pour conséquence le flop de cette vidéo. Mais de 1, honnêtement, est-ce qu'un flop de plus viendra détruire ma carrière de merde? Et de 2, Die Hard n'est pas non plus le film qui respire le plus l'esprit de Noël, donc on ne perd pas vraiment au change. Mais ouais, aujourd'hui j'avais envie de parler d'un des films d'action les plus connus de l'histoire avec Bruce Willis dans le rôle titre, dans le film qu'il a fait découvrir au grand public d'ailleurs, comme quoi ce sera intéressant de parler dans ce 11e épisode du Thermomix du premier film Die Hard. Die Hard est un film américain réalisé par John McTiernan en 1988. Le film est inspiré du roman Nothing Lasts Forever écrit par Roderick Thorpe et publié en 1979. Initialement censé être la suite de la précédente adaptation du roman de Thorpe, The Detective avec Frank Sinatra, avant d'être par la suite remanié pour être une suite au film Commando avec Arnold Schwarzenegger, mais qui n'a pas abouti suite au refus de l'acteur autrichien de reprendre son rôle. Du coup, l'idée a été une nouvelle fois recyclée pour être simplement un film d'action classique des années 80 avec John McTiernan aux commandes, jeune réalisateur qui venait de rencontrer le succès avec le film Predator, encore avec Arnold Schwarzenegger, tiens, mais avec cette fois-ci des producteurs qui lui ont laissé quasiment carte blanche pour la réalisation du long métrage. Au départ, de nombreux acteurs de films d'action étaient pressentis pour le rôle principal, comme mon ami Stallone, Mel Gibson, Al Pacino ou Burt Reynolds, mais tous ont refusé. Du coup, McTiernan a dû se pencher sur des acteurs de télévision pour finalement choisir Bruce Willis, connu à l'époque pour son rôle dans la série Clair de Lune, qui passait sur M6 d'ailleurs en France de 1987 à 2009. Malgré le talent de l'acteur, sa nomination pour le rôle titre du film ne rassurait pas les producteurs étant donné que Bruce Willis n'était pas du tout connu à l'international. À tel point que son visage a été effacé des posters internationaux du film, ce qui est un peu ridicule parce que même si je ne connais pas le mec, c'est pas en l'enlevant de l'affiche de ton film que je vais avoir plus envie d'aller le voir. Pour ce qui est de l'adaptation, le scénario du film a pris quelques libertés par rapport au roman de base afin de se conformer au film d'action de l'époque à Hollywood. Déjà, John McClane s'appelle John Leland dans le roman de base et vient de Los Angeles, pas de New York. Le groupe d'assaillants est un groupe de terroristes allemands dans le roman parce qu'il a été publié pendant la guerre froide, ce qui a été modifié par un groupe de braqueurs européens dirigé par un Allemand. Ce n'est pas la même chose. Principalement pour ne pas relancer les tensions autour du conflit qui arrivait à sa fin en 1988. Des personnages ont été ajoutés, comme la femme de John McClane qui n'est pas présente dans le livre, ou le policier Al Powell, et surtout dans le roman, l'action se passe sur 3 jours, alors que dans le film, tout se passe durant la nuit de Noël. Mais avant d'en parler, passons au film. John McClane est un policier de New York qui débarque à Los Angeles pour Noël afin de revoir ses enfants et sa femme par la même occasion, qui travaille pour la firme asiatique au nom très cliché Nakatomi, et qui est aussi dans la mire de ce mec apparemment. Ginny, il est 6h moins le quart. Allez à la fête, buvez du champagne, ne me faites pas passer pour une esclavagiste. Merci beaucoup, mademoiselle Gennaro. Vous pensez que le bébé a droit à une gorgée de champagne? Apparemment, il est de taille à faire le barman. Non, putain, non. John est donc invité à la grande réception de la firme où il y est conduit par Argyle qui parle beaucoup, voire même un peu trop. Divorcé ou séparation, hein? Elle vous battait peut-être. Mais ferme-la, par pitié, tu gênes tout le monde. Du coup, John arrive à la réception où il découvre que sa femme n'a aucune estime pour lui vu qu'elle n'a même pas dit qu'elle était mariée. Il croise des mecs un peu trop à l'aise, le patron de sa femme et des cocaïnomanes apparemment. Je ne pensais pas qu'on fêtait Noël au Japon. Nous savons nous adapter. Pearl Harbor n'avait pas suffi, alors nous avons lancé le magnétoscope. Il retrouve ensuite sa femme au lit, puis on voit un mystérieux camion, sans doute un chauffeur-livreur. Puis John et sa femme ont une petite explication où, sans surprise, Il a l'air de s'intéresser à toi. Peut-être, mais moi je ne m'intéresse qu'à sa salle de bain privée. oh non, pas encore, putain. Tu m'as manqué, tu sais. En tout cas, c'est pas mon nom qui t'a manqué, hein. Sauf peut-être quand tu signes des chèques. Oh putain, l'ambiance de merde pour l'instant. Bref, pendant que John finit de se rendre compte que sa femme est une connasse, une random arrive pour les séparer et on nous remontre encore le même camion avec marqué courrier, donc sans doute les gars qui livrent le courrier. Il débarque au building en même temps qu'une autre voiture dont sort Brice de Nice et un autre mec qui sort des références basket, ce qui n'est pas pour me déplaire, et fume le gars à l'entrée, mais par contre pourquoi c'est le Renoir qui fait des références au basket là ?
Ils sont complices avec les autres mecs qui ne sont pas chauffeurs-livreurs, enfin si, mais pas de sucre d'orge. Le Renoir condamne l'immeuble, un autre agent d'entrée est installé et les autres intrus se tapent l'incruste à la petite fête, mais de manière très discrète par contre. Regardez, personne ne les voit rentrer. Ça commence à tirer, mais John, qui était resté dans la salle de bain, parvient à s'échapper, mais par contre n'a pas pu prendre ses chaussures apparemment. Et c'est là que l'on rencontre Hans Gruber, joué par l'excellent Alan Rickman, qui recherche Takagi, le patron de Nagatomi. Joseph Yoshinobu Takagi. Né à Kyoto en 1937, famille émigrée à San Pedro, Californie en 1939. Interne à Manzanar de 1942 à 43. Licence de droit à Stanford en 1962. Diplôme de gestion Harvard 1970. Président de Nakatomi Industries. Président du... Par contre, Hans, tu connais presque tout son Wikipédia par cœur, mais t'as pas été foutu de trouver une seule photo. John, quant à lui, est toujours dans l'immeuble et observe ce que nous préparent nos amis pour ce joli réveillon. Hans, lui, essaye d'obtenir les codes de sécurité de Takagi sous les yeux de John, mais comme Takagi n'a visiblement pas le code, boum. John se fait cramer, mais arrive à se cacher pour l'instant. Argyle, dis-moi que t'as entendu les coups de feu et que t'es en train d'appeler la police. Oui, bien sûr, je passerai te voir plus tard. Parce que je t'ai déjà menti, mon trésor. Bon allez, celle-là elle était marrante. John, toujours pris au piège, déclenche l'alarme incendie pour que les pompiers arrivent, mais du coup, Hans et ses potes captent qu'il y a quelqu'un d'autre dans l'immeuble et envoient une autre blonde s'occuper de lui. Mais John le coince, ça commence à se taper, il arrive à le tuer, récupère ses affaires et sort une petite masterclass pour Hans et ses copains. Maintenant, j'ai une mitraillette. Oh. Oh. Qu'est-ce qui leur arrive? De l'imprévu, on dirait. À ton avis? John. Oh, bah lui, il va tout faire foirer. Mais de quoi il se mêle? Excuse-nous connard, il essaye de sauver ton cul en fait. John se rend ensuite sur le toit et utilise la radio du terroriste pour appeler du renfort. Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans blague! Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Alors celle-là, elle m'a tué de rire la première fois que je l'ai vue. Mais du coup, les terroristes ont trouvé sa position et se ramènent notamment le frère du mec que John vient de tuer, déterminé à en découdre. C'est moi qui le tue, personne d'autre. Mais enfin, ils ont déjà tué un des otages! Et ils renforcent leur position pendant que vous me débitez vos conneries! Alors assez discuté, envoyez-moi Écoutez, un je vous rapport l'ai de déjà dit, policier. monsieur, cessez d'émettre sur cette fréquence. S'il s'agit vraiment d'une urgence, composez le 911 sur votre téléphone. Eh mais dis donc connasse, on déclenche une alarme incendie d'un building, on t'envoie un message de détresse indiquant que des terroristes ont pénétré et effectué une prise d'otage dans ce même building, et ce même appel se coupe avec des coups de feu. Combien de signaux te faut-il encore pour comprendre que ce n'est pas une blague? On nous a signalé une effraction en Nakatomi Plaza, Century City. Vous pouvez aller vérifier? 8 Nicole 30 à Centrale. C'est comme si j'y étais. Ah ben super, on nous envoie un policier obèse en fin de service, j'imagine que ça va être le premier à mourir, c'est ça? John se fait tirer dessus mais arrive à s'enfuir. Après une grosse scène de tension où John essaye d'atteindre un conduit d'aération, putain j'ai sué. Attention, scène culte. Viens me voir à Los Angeles, on passera Noël en famille, on fera la fête. Mais malheureusement, le blond de tout à l'heure le repère grâce à ça, d'autant plus qu'il éteint son briquet juste après, donc c'était vraiment pour les caméras. Bon, après ça a marché vu que c'est devenu culte. Le policier arrive finalement à l'immeuble. Qui est au volant? Stevie Wonder? Putain, mais celle-là aussi elle est marrante. Le mec débarque à l'immeuble accueilli par le faux gardien de tout à l'heure. Pendant ce temps, les copains de Dance retrouvent John et après une scène bien stylée, il finit par descendre les deux terroristes et comme le policier est infoutu de remarquer quoi que ce soit, John lui offre son cadeau de Noël et Hans et ses copains font de même. Après presque 25 minutes à les emmerder, John finit enfin par parler avec Hans et leurs conversations sont sans doute l'élément le plus drôle du film. Mais nous ne sommes pas à égalité. Vous savez mon nom, moi j'ignore le vôtre. Qui êtes-vous? Encore un de ces malheureux qui a vu trop de films quand il était enfant? Encore un orphelin d'une culture défaillante qui se prend pour John Wayne? Rambo? J'ai toujours eu un faible pour Roy Rogers, je dois vous dire. J'adore les chemises pailletées. La situation commence à devenir complexe pour Hans car John lui a piqué ses détonateurs, pendant que Hal, le policier de tout à l'heure, rentre en communication avec John avant que son supérieur vienne le faire chier. Vous n'avez pas envisagé un instant que c'était peut-être un terroriste qui se fout de votre gueule? Ou un dingue qui tue le temps? Ça m'étonnerait, monsieur.
Je pense que nous avons affaire à un policier. Il sait repérer des mecs avec de faux papiers d'identité. Ah oui, il peut très bien être barman ou employé dans un casino. Mais il est con lui aussi. Malgré les avertissements de Hal sur la folie que représentait le fait de tenter de s'introduire dans le bâtiment au vu de la situation, la police décide de quand même tenter sa chance, en même temps quand on voit le type aux commandes. Du coup, les policiers se font tirer dessus, Jérôme Roten, tout aussi con que son pote, envoie un véhicule blindé auquel Hans répond avec son lance-roquette. C'est finalement John, le seul flic qui n'a pas des idées de merde, qui sauve le cul de la police avec le C4 de Hans et cette putain de scène incroyable. Et le pire, c'est que ce con de Robinson n'est quand même pas content. Pendant ce temps, l'autre con du début a une grosse idée de merde, aller parler avec les types qui viennent de le prendre en otage, dire le nom de John à Hans en se faisant passer pour un ami de longue date, mais bien sûr, ça ne marche pas, vu que, John ne le connaît pas, du coup il meurt. Bien joué mec. Maintenant, dites-moi où sont mes détonateurs. Où sont-ils? Dites-le avant que je tue quelqu'un d'autre. Je finirai bien par tomber sur quelqu'un à qui vous tenez. Allez vous faire foutre, Hans. Il me fait rire à chaque fois ce connard, hein. Vous avez entendu ça, il l'a laissé tuer son ami, il a rien fait pour le sauver. Oh mais ta gueule toi, putain. Bref, Hans contacte la police en lui sortant une excuse à la con disant qu'il veut que la police libère ses complices en prison contre des otages. Ce qui importe vraiment à Hans, c'est de retrouver ses détonateurs quand il tombe sur John. Malheureusement, Hans, en même temps joué par le grand Alan Rickman, arrive à berner John qui le prend pour un otage en fuite. Bon, après c'est quand même bizarre qu'ils ne reconnaissent pas du tout sa voix alors qu'ils ont quand même passé leur temps à se parler par radio. Mais du coup, John lui donne une arme pour se défendre. Bien évidemment, Hans révèle son vrai visage, demande à John les détonateurs, mais... Surprise. Quel génie, putain. Malheureusement, les potes de Hans se ramènent, ça part au gunfight. Hans a l'idée pas trop conne de détruire les vitres étant donné que John est toujours pieds nus. Pris au piège, John est obligé de laisser les détonateurs à Hans pour sauver sa vie, mais aussi échapper à Hans et son pote le blond qui ne le prend pas super bien. John qui puisse mettre quelqu'un dans cet état de rage. Oh, toi ta gueule aussi. Le pauvre John a les pieds en sang. Hans arrive à s'introduire dans le coffre-fort, mais a besoin d'une coupure de courant pour que la dernière barrière électromagnétique du coffre se désactive. Et ça tombe bien vu que le FBI, tout aussi con que la police de Los Angeles, malgré les multiples avertissements sur le fait que ce soit une mauvaise idée, lui rendent ce service. Le coffre s'ouvre sur du Beethoven. Mais même cette scène est trop drôle. Après une belle scène entre John et Hal et un beau bâtard de la télévision qui fait un gros coup de pute à une pauvre dame, Laissez-moi entrer ou j'appelle le service d'immigration. Comprendez? John découvre que ce salaud de Hans a recouvert le toit de l'immeuble d'explosifs quand il tombe sur le blond du début qui aurait largement pu le tuer tranquille, mais il laisse bien évidemment le temps à Bruce Willis de lui faire jeter son arme, donc ça part en baston. Hans découvre que Holly est la femme de John et la prend en otage. Pendant ce temps, malgré une balle dans l'épaule, il finit de marbrer le beau blond et le pend. Pendant ce temps, les abrutis du FBI montent dans un hélicoptère. Heureusement, John monte sur le toit et dit à tout le monde de dégager vu qu'il est rempli d'explosifs, mais bien évidemment, de loin, le FBI le prend pour un terroriste et lui tire dessus. Je suis dans votre camp, bande de cons! Cette scène représente bien les forces de l'ordre actuelles. Les bons flics sont noyés dans les flics cons, dont la plupart sont ceux qui prennent les décisions. Après une autre scène méga stylée où John saute du toit accroché à un tuyau de pompier lui permettant de re-rentrer dans l'immeuble par une fenêtre. Oh putain, j'ai encore sué. John n'a plus que 2 munitions pour sauver sa femme et des décorations de Noël. C'est Argyle qui se débarrasse du Renoir qui bossait pour Hans, vu qu'il était garé depuis le début du film dans le parking, parce que si la soirée se passait mal... Je vous trouve un hôtel. Mais John retrouve Hans qui tient sa femme en otage, il lui fait lâcher son arme et découvre que finalement, si Hans a fait tout ça, c'était pour l'argent du coffre-fort, et s'il cherchait à tout faire péter, c'était pour qu'on le croie mort et qu'il puisse dépenser tranquillement tout l'oseille. Et conclut en lui racontant une petite blague visiblement. Oui. Et qu'est-ce que vous m'avez dit la dernière fois? Yippee-ki-yay, pauvre con. Mais pour Bruce Willis, 2 balles, c'est largement suffisant. Il tue Hans et son pote qui lui tombent dans le vide. J'espère que c'est pas un otage. Comme quoi, le temps ne fait rien à l'affaire. Quand on est con,
on est con. Finalement, John ressort vivant de toutes ces péripéties avec sa femme après avoir tué tous les terroristes. Ah non, pas le blond de tout à l'heure. Mais c'est bon vu que Hal s'en charge pour lui. Bien évidemment, après ça, Holly Gennaro se présente comme Holly McClane vu que le train John McClane est lancé. Et on finit avec du John Sinatra. Frank Sinatra. Merde. Laisse-moi me stopper. On m'a dit, J-Lock, t'es complètement matrixé. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Voilà donc Die Hard. Et oh putain, ce film est génial! Non, plus sérieusement, j'ai adoré le visionnage de ce film. J'ai été littéralement absorbé par le long métrage. Je crois qu'honnêtement, j'ai tout aimé. Déjà, pour commencer, je trouve le concept du film absolument génial. Un film à huis clos, où toute l'action se passe dans un lieu précis, où les personnages ne peuvent pas s'enfuir, à savoir ici du building. Un homme qui doit se débrouiller seul pour survivre contre 12 terroristes armés jusqu'aux dents. Rien qu'avec ça, je me dis qu'on ne va pas me proposer de la merde. Et ça tombe bien parce que John McTiernan utilise très bien ce concept. Le film a une ambiance de tension permanente. À aucun moment on ne desserre les fesses. Plus on avance, plus Hans se rapproche de son but et donc les chances de l'arrêter se réduisent. McTiernan a vraiment réussi à nous faire ressentir cette tension avec des scènes vraiment jouissives. Des moments où le temps se fige tant la mise en scène de McTiernan nous prend aux tripes. C'est d'autant plus impactant dans une ambiance de Noël où on prône normalement l'amour, la bonne humeur, le plaisir de se retrouver en famille. Bah là non. Noël, on le passe en sueur de découvrir tous les nouveaux événements. Les personnages du film aussi sont bons. Déjà, John McClane est superbement interprété par Bruce Willis qui nous offre ici une excellente prestation. Son personnage est bien plus intéressant que les héros de films d'action classiques. Son humour sarcastique est impeccable. Honnêtement, c'est entièrement grâce à lui que le film est aussi drôle. Alors que comme on l'a vu, l'ambiance du film ne suggère pas vraiment ça. Des blagues qui sont tellement en contraste avec le ton du film qu'elles font mouche à chaque fois. Avec des répliques telles que... Sans blague! Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Ou bien encore... La prochaine fois que t'auras l'occasion de tuer un mec, n'hésite pas. Merci beaucoup du conseil. Et pour finir, ma préférée... Allez vous faire foutre, Hans. Mais même les autres personnages sont intéressants. Hal, par exemple, alors qu'on pouvait penser qu'il ne serait qu'un personnage inutile, bon qu'à se faire tuer par la menace du film, finalement, il est d'une grande importance en tant que soutien moral de John. Sans lui, peut-être que John aurait abandonné ou se serait fait tuer par les terroristes, qui sait. Argyle du début du film, là, qu'on pensait être qu'un simple comic relief, sauve la situation à la fin du film. Bon, par contre, il y a un truc bien énervant, c'est les forces de l'ordre dans ce film, qui sont tous cons, que ce soit la police locale ou les fédéraux. À chaque fois, on était sûr qu'ils allaient prendre la mauvaise décision. Ils sont bêtes comme leurs pieds, on se demande ce qu'ils foutent là, mais quelque part ça renforce encore plus l'aura de John McClane, qui donne vraiment l'impression d'être le seul flic compétent dans ce pays. Ce qui est un message qui n'est pas pour me déplaire. Et la femme de John aussi est bien énervante, déjà le coup de je remonte dans le train McClane, je trouve ça pas terrible. Et honnêtement, elle ne sert pas à grand chose, à part être prise pour otage à la fin du film, et dire tout au long du film, ah oui, c'est mon mec qui fait tout actuellement là. Celui dont j'avais honte de porter le nom de famille il y a 5 minutes. Cool. Mais ce n'est pas grave, car en compensation, on a un excellent personnage et mon personnage préféré de loin, Hans Gruber, magnifiquement interprété par l'extrêmement talentueux Alan Rickman, dont c'est le premier succès au cinéma d'ailleurs. Et déjà, quel homme. Hans est un très bon personnage, un personnage qui déborde de charisme, d'intelligence, de malice, de méticulosité, de clairvoyance. Et rien que pour ça, même si son plan échoue, il dépasse largement le professeur de la Casa de Papel. Hans est un homme de goût, classe, avec de la prestance, mais qui n'hésite pas à agir de lui-même dans son plan. Même malgré les imprévus, il reste calme car il a tout prévu, sauf une chose. John McClane, invité surprise de dernière minute dans le plan de Hans qui était sans doute préparé depuis des mois. Mais juste quel dommage que sa mort soit gâchée par un flic de merde. Putain, c'était grandiose! J'espère que c'est pas un otage. Ta mère, putain, c'était la dernière fois qu'on voyait l'un des meilleurs personnages qu'on ait vu dans cette émission. Bref, je l'aime et c'est bien évidemment le meilleur antagoniste qu'on ait vu dans le Thermomix. Même son pote qui est là juste pour tuer John, là, en impose. Putain, c'est pour vous dire. Et j'arrête mon montage aussi pour vous dire que quelle belle voix il possède, mon Dieu. Oh, c'est magnifique. J'aimais beaucoup faire des maquettes quand j'étais enfant. Le souci d'exactitude, la méticuleuse précision dans le détail. Une autre qualité est présente dans le film. Est-ce que vous vous souvenez du film Rambo avec mon ami Stallone, qui est un chef-d'œuvre et même si ça n'impacte pas la qualité du film, on peut le dire, dans ce film, Rambo est presque tout puissant. Alors certes, la police arrive de temps à autre à le mettre en difficulté, mais la plupart du temps, c'est quand même plutôt lui qui met la police en difficulté. Ils appellent l'armée et tout pour arrêter un seul mec quand même. Et bien ça, c'est assez courant dans les films d'action des années 80. Et donc, quand Die Hard arrive à peu près à cette période, on pourrait s'attendre à ce même principe. Et bien non. Dans ce film, John McClane
McClane en bave. Il est au fond du trou dans cette situation. Les terroristes ont un avantage incroyable sur lui. Il sue, il échappe de peu à la mort plusieurs fois, quitte même à se détruire les pieds. Il se prend des balles, il y a des gens qui veulent absolument lui faire la peau. Il doit chercher à être plus malin qu'un vrai génie. Ses seuls alliés sont des policiers incompétents. À aucun moment, John semble juste trop fort et incroyable. Non, il est dans des scènes de tension folle où à chaque moment, il risque d'y passer. Bon, à part cette scène qui est juste trop classe. Mais oui, dans Die Hard, le héros est montré en difficulté, en sang, déprimé, ayant peur de mourir. On montre que John McClane n'a rien d'un surhomme. Au contraire, c'est un homme comme toi. Même si son métier de policier le rend bien évidemment meilleur que toi dans ce genre de situation. Ce ressenti crée une forme d'empathie pour lui. On ressent presque tout ce qu'il ressent dans le film. Que ce soit les scènes de tension où on chie tous dans notre froc, de l'humour quand John se moque d'Hance, ou bien encore de la peine dans le passage où John dit à Hal qu'il ne va sûrement pas s'en sortir et qu'il veut qu'il adresse un message à sa femme, qui personnellement m'a fait un petit quelque chose ici. C'est ça la force de John McClane. Ce n'est pas un héros de film d'action, c'est un type lambda qui se retrouve dans une situation qui le dépasse largement. Et ce procédé nous fait grandement s'attacher à lui, bien plus que n'importe quelle blague ou scène de gunfight aussi bien réalisée qu'elle le soit. Et c'est cette différence de style qui fait que Die Hard se démarque des autres œuvres de son genre et de son époque. Voilà ce qu'a de plus John McClane. Voilà pourquoi il marque autant les esprits. Voilà pourquoi c'est l'un de mes protagonistes de films d'action préférés. En bref, Die Hard c'est original, bien amené, bien interprété, bien réalisé. Ce film est génial quoi. Donc le film a pété le box-office mondial, bien qu'en France, je ne sais pas pourquoi le film n'a pas super bien marché. Peut-être que les gens s'attendaient à un film bien américain avec Schwarzenegger, en bon bandeur de carré que nous sommes, mais sinon le film a très bien marché, la carrière de Bruce Willis est officiellement lancée, celle d'Alan Rickman aussi pour notre plus grand plaisir. Il y aura bien évidemment des suites, on verra sans doute ce que ça donne une prochaine fois peut-être, et sinon vous connaissez la chanson, like, abonnement, commentaire pour le référencement histoire de faire décoller la chaîne. Venez me suivre sur Twitter et TikTok si le cœur vous en dit. C'était Tomixou comme vous préférez. À bientôt sur cette chaîne ou ailleurs. La bise. Le grand Alexandre, en voyant l'étendue de son empire, pleura car il ne lui restait plus de monde à conquérir. L'avantage d'avoir reçu une éducation classique.